l'écran n'a pas adapté, mais s'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à lire, n'hésitez pas à me demander. Je vous indique. Voilà, donc je me présente rapidement. Je suis Armelle Ramon du GIP Bretagne Environnement, et donc je suis documentaliste. Donc là, je vais vous parler des outils du partage documentaire en réseau. Donc, je vous propose 3 parties. Une première partie plus théorique sur qu'est-ce que la gestion documentaire, et puis je vous présenterai les grands principes de l'interopérabilité. Dans une deuxième partie, je vais vous présenter, donc, comme on disait, 2 outils open source de gestion documentaire. Et puis, enfin, je vous présenterai un projet donc, qui est mené par le GIP qui concerne le géocatalogage des études environnementales en Bretagne. Donc c'est une illustration en fait de la constitution d'un réseau documentaire. Voilà, donc pour commencer, qu'est-ce que la gestion documentaire? J'ai essayé en fait de représenter ça très schématiquement avec voilà, 2 pratiques différentes, mais on verra que dans la réalité, les pratiques sont toujours un peu entre les deux selon les besoins. Donc d'un côté, on a la gestion de références bibliographiques qui a pour objectif d'identifier les documents et ce qu'on appelle les produits documentaires. Dans ce cas-là, ce sont les références bibliographiques qui constituent des bibliographies. Donc c'est des listes de références pour simplifier. De façon beaucoup plus élaborée, on a une autre pratique qu'on peut appeler la documentation, qui a là pour objectif donc toujours d'identifier les documents, mais également d'en décrire le contenu et de les localiser. Donc on verra que c'est assez important, on en parlera au fur et à mesure. Donc les produits documentaires dans le cas de la documentation, ce sont les notices bibliographiques qui constituent donc des catalogues. Donc, par exemple les catalogues de bibliothèques. En termes de structuration de l'information, dans le cadre d'une gestion simple de références bibliographiques, ce qu'on fait c'est un classement tout simplement qui peut être chronologique, alphabétique, thématique, sachant qu'on peut combiner les deux. Et ça permet donc de rechercher ces références dans une liste, mais la recherche évidemment reste limitée. Dans le cas de la documentation, on peut réaliser une structure relationnelle donc entre les différents objets, donc on verra ça plus en détail. Donc ça va permettre de naviguer dans le catalogue. Et on peut également faire une indexation thématique très fine, donc on verra aussi, on a des outils pour ça, des répertoires de mots-clés. Donc ça permet une recherche avancée multicritère et une navigation hypertexte sur informatique et numérique. Donc là on a vu ce qui concerne la gestion interne de la documentation, mais ce qui nous intéresse ici c'est de partager son travail, et donc voilà, le mot c'est l'interopérabilité, et donc pour pouvoir faire ça il faut parler d'une langue bibliographique. Donc le principe c'est ce qu'on voit en partie à gauche. Donc pour pouvoir faire de l'interopérabilité, il faut un format informatique, un format bibliographique qui correspondent à une norme ou un standard, et un protocole d'échange. Donc je vous ai mis 2 exemples. Le premier exemple qui est vraiment propre aux bibliothèques, donc le format informatique, on l'appelle Unimark, qui correspond au modèle ISBN, donc qui répond à une norme et qui est échangeable avec le protocole qui est indiqué ici, donc Z3950. Donc voilà, donc ça c'est un modèle en fait de notice bibliographique qui est très étoffé, mais aussi qui demande beaucoup de rigueur. À côté de ça, on a des nouveaux modèles qui apparaissent, enfin depuis déjà une bonne dizaine d'années. Donc on a le Dublin Core, qui est un modèle qui est beaucoup plus, on va dire, light, mais qui est aussi moins rigoureux. Donc en fait, en fonction des besoins, on va utiliser l'un ou l'autre. Voilà. Mais dans tous les cas, ça permet d'échanger, puisque pour chaque modèle correspond une norme et un protocole d'échange. Donc ce qu'il faut retenir sur cette partie théorique, c'est que pour pouvoir échanger et partager en réseau, il faut utiliser des formats et des protocoles standards. Mais pas de panique, ils sont pris en charge par les logiciels documentaires. Donc vous n'avez pas besoin de connaître par cœur le modèle, voilà, il faut juste savoir que ça existe et comprendre que voilà, il y a des modèles qui sont différents mais qu'on va pouvoir passer de l'un à l'autre en fonction des besoins, grâce au logiciel documentaire. Ce qui est très important par contre, c'est de bien définir ses besoins au départ pour choisir l'outil qui sera le plus adéquat en fonction de ses besoins de gestion interne, mais aussi de travail en réseau.
Il faut toujours avoir ces deux idées-là quand on monte un projet. Donc maintenant, ça va être beaucoup plus concret parce que je vais vous présenter donc, deux outils de gestion documentaire en réseau, Zotero et PNB. Donc Zotero, peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Donc c'est un module complémentaire du navigateur Mozilla Firefox. Donc c'est très simple à installer. C'est également compatible avec d'autres navigateurs comme Safari et Chrome. Et puis c'est aussi disponible en version indépendante, qui n'est pas obligatoirement rattachée à un navigateur. Donc ça sert à enregistrer et ordonner ces références, à les partager en réseau et à les citer. Donc on va voir ça un peu plus en détail. Donc pour vous donner quelques exemples d'utilisation, ça peut être au démarrage d'une étude. On va forcément faire une première recherche bibliographique, donc on va enregistrer ces références, donc on peut le faire dans Zotero. Et puis également quand on fait de la veille, voilà, on voit beaucoup de choses passer sur internet, on veut mettre de côté quelques références pour revenir dessus plus tard, on peut également les enregistrer dans Zotero et les classer. Donc voilà comment ça se présente. Donc là je vous ai fait une capture d'écran à partir de mon navigateur. Donc on est sur une page internet, et puis, alors malheureusement on ne voit pas, mais en fait dans le navigateur, en bas à droite, on a toujours un petit bouton qui s'appelle Zotero, il suffit de cliquer dessus, ça ouvre la fenêtre par en bas, quand on clique dessus, ça la branche tout simplement. Et donc à partir de là, on a accès à sa collection de références. Donc là, je vais zoomer sur la fenêtre, donc on a trois volets. Un premier volet en fait qui concerne les bibliothèques qu'on gère. Donc chaque bibliothèque, alors on voit pas très bien malheureusement, mais c'est géré avec des dossiers. Donc on peut faire une arborescence de dossiers, autant qu'on veut, on peut faire plein de sous-dossiers. Donc ce qui est très important là, c'est de bien réfléchir au départ à l'organisation de sa collection, faire les bons sous-dossiers, par exemple ça peut être par année, par thème, par auteur, enfin, selon les besoins, pour pouvoir s'y retrouver après, parce que c'est là qu'on va pouvoir naviguer dans nos collections. Sur le volet du milieu, on voit la liste des références d'une collection. Donc là, on a une collection qui est sélectionnée à gauche et on voit qu'il y a deux références uniquement dedans pour l'instant. Et puis sur le volet de droite, on a en fait toutes les informations qui sont renseignées sur une des références de la collection. Donc là, on est sur les captures accidentelles de mammifères. Donc tout n'est pas renseigné, mais voilà, on peut, il y a plein de champs possibles. Voilà. Donc comment ajouter une référence? Ça se fait de manière soit manuelle, donc on peut tout simplement ajouter une référence et puis remplir la fiche qu'on vient de voir. Mais on peut également, sur pas mal de sites, faire un enregistrement automatique. Donc par exemple, là on voit dans la barre d'adresse qu'on est sur Archimère, qui est donc l'archive ouverte de l'Ifremer. Et on a une petite icône qui apparaît parce qu'on a Zotero, et quand on clique dessus, en fait, ça enregistre automatiquement les métadonnées du document dans sa fiche. Et on peut également récupérer en fait des lots de références. Donc là par exemple on est sur le catalogue du SUDOC dont parlait Marine tout à l'heure. Donc on voit que la petite icône qui apparaît en haut c'est carrément un dossier. Et donc quand on clique dessus, on récupère d'un coup une dizaine de références avec toutes les métadonnées qui ont été renseignées par les bibliothécaires qui ont rempli la notice bibliographique. Donc à partir de là, comment on partage en réseau? Eh bien, on peut créer des bibliothèques de groupe. Dans ces bibliothèques de groupe, on va assigner des utilisateurs à qui on va pouvoir donner des droits. Donc tout ça c'est paramétrable, donc on peut dire tel utilisateur a seulement le droit de voir les références, d'autres de les modifier, d'autres de les supprimer, enfin, voilà, ça dépend des besoins qu'on a. Donc c'est un système de synchronisation avec un serveur. Donc, quand on est sur Zotero, on peut soit enregistrer ses références sur le serveur de Zotero, donc ça se fait tout seul, c'est vraiment tout simple, et on peut y accéder de n'importe quel ordinateur du moment que c'est connecté à Internet. Par contre, il faut savoir que le stockage du serveur Zotero est limité, donc ça dépend en fait des besoins qu'on a. On peut également donc avoir un serveur maison, mais là ça demande une installation et donc des compétences informatiques un peu plus poussées. On peut également exporter et importer avec des fichiers de différents formats qui sont spécifiques aux gestions de références bibliographiques.
Et puis donc on a un module de citation automatique pour traitement de texte. Donc à partir de Word et de OpenOffice, on peut installer un petit module et dans le traitement de texte, on va pouvoir accéder à sa bibliothèque Zotero, donc la même que dans le navigateur. On va sélectionner les références que l'on souhaite citer et ça va créer une bibliographie automatiquement. Donc à la fin d'une étude, voilà, on peut très vite créer cette bibliographie. Donc, ce qu'il faut retenir pour Zotero, c'est que ça permet de collecter, d'organiser et d'exploiter des références en réseau. Qu'on peut enrichir ces références en ajoutant des résumés, des mots-clés. On peut également annoter les références, donc on a un système de notes, on peut en faire plusieurs en fonction des différents utilisateurs, donc ça c'est très important. Et puis on a évidemment un lien vers le document intégral, que ce soit un lien URL pour aller vers le document qui est en ligne, mais on peut également en fait joindre un PDF ou une capture d'écran liée à la notice. Par contre, Zotero est assez peu adapté en fait à une politique de diffusion documentaire. Donc c'est vraiment une gestion des utilisateurs qui vont agir sur la bibliothèque, mais c'est pas adapté pour un public externe. Pour compléter, je crois que pour Zotero, il y a un espace de 500 mégas sur le serveur, donc après c'est payant. Oui, voilà. Oui. Donc, si on a des collaborateurs à Marseille, à Aix et à Rennes, par exemple, on peut se faire une bibliothèque de groupe, mais si on dépasse les 500 mégas, c'est payant. Voilà. Donc c'est gratuit, libre et open source. Donc je vous ai mis le lien. Donc les diaporamas seront en ligne sur le site du GIP, donc vous pouvez retrouver les liens. Donc maintenant je vais vous parler de PMB. Donc PMB c'est quand même la catégorie au-dessus, c'est vraiment un logiciel très riche. Il faut savoir qu'il est utilisé par beaucoup de bibliothèques municipales par exemple et de centres de documentation, donc je crois que c'est le cas du conservatoire de pays. Donc c'est ce qu'on appelle un système intégré de gestion de bibliothèque. Il peut s'utiliser en monoposte mais aussi en réseau et c'est là tout l'intérêt. Par contre ça implique une installation sur un serveur, donc là encore il faut à un moment donné avoir les compétences informatiques et le matériel pour cette installation. Donc il y a différents modules de gestion qui permettent de répondre à tous les besoins d'une gestion documentaire. Donc le catalogage, la circulation des documents, l'administration. Donc moi je vais me concentrer vraiment sur le catalogage. Donc il faut voir ça comme un ensemble de fiches de renseignements. D'un côté on a des notices qui portent sur les documents, avec des informations bibliographiques, de la description de contenu et des informations de gestion. Et de l'autre côté on a des notices qu'on appelle autorités. Donc les autorités, qu'est-ce que c'est? C'est les auteurs, les éditeurs, les collections et les catégories du thésaurus. Donc ça, je vous expliquerai après de quoi il s'agit. Et en fait, on va faire des liens relationnels entre ces différents types de notices. Donc par exemple, on voit que dans les informations bibliographiques d'un document, on va citer le document, l'auteur. En fait, c'est pas l'auteur qu'on va entrer comme ça, c'est qu'on va faire un lien vers la notice autorité-auteur. Donc c'est cette structure relationnelle qui permet après de naviguer dans le catalogue. Donc je vous ai mis plusieurs captures d'écran pour vous montrer en fait toute une notice bibliographique dans PMB. Donc on voit bien qu'il y a énormément de champs. Et en fonction en fait des besoins de sa bibliothèque, on va les utiliser ou non, évidemment qui n'est pas requis. Voilà. Et un exemple de notice auteur. Donc là c'est quand même plus égyptien heureusement. Donc le thésaurus, c'est un répertoire structuré de termes descripteurs, donc ça permet d'écrire les sujets des documents. Donc c'est structuré dans le sens où entre chaque terme on va avoir des relations de hiérarchie, des relations de synonymie, et ça va permettre encore une fois de naviguer dans le catalogue en fonction d'une recherche thématique par exemple. Donc PMB permet d'importer des thésaurus existants, donc ça c'est bien puisque un thésaurus, c'est très compliqué à construire de toutes pièces, donc il en existe des très bien qu'on peut importer en fonction des thèmes qu'on aborde. On peut également donc le construire et le faire évoluer dans le module de catalogage, puisqu'en fait chaque mot-clé, c'est une autorité catégorie. Et on peut en utiliser plusieurs en parallèle. Donc ça peut être intéressant quand on travaille avec plusieurs partenaires qui n'ont pas le même thésaurus. Ça peut être nécessaire. Donc autour de ce catalogue, on a des fonctions de recherche avancées, donc on peut en fait combiner tous les critères d'une notice.
On peut aussi utiliser ce qu'on appelle des paniers, donc ça permet le regroupement de notices. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir les modifier en masse. Donc quand on fait de la gestion documentaire, ça peut être très utile. On a également ce qu'on appelle un OPAC, donc c'est l'interface utilisateur en ligne. On a des web services, donc ça permet l'interrogation du catalogue par des logiciels ou des applications externes. Et PMB gère l'interopérabilité puisqu'il prend en charge de nombreux formats et protocoles d'échange normalisés. Et donc autour du catalogue, on a d'autres modules, donc ce que je vous disais tout à l'heure, on a la circulation des documents, donc avec un fichier de lecteur, l'enregistrement des pré-retours et des réservations. On peut également faire ses commandes et abonnements à partir de PMB, pour les périodiques par exemple. On peut générer des statistiques et mettre en place des indicateurs, et on peut faire de la diffusion sélective de l'information. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que PMB est un logiciel documentaire qui est vraiment très complet pour tous les aspects de gestion d'un fonds documentaire. Donc encore une fois, c'est un outil qui est gratuit, libre et open source. Il y a une communauté d'utilisateurs qui est très active, donc ça c'est bien quand on est seul avec son outil, c'est très bien de pouvoir échanger pour se débloquer de certaines situations. Donc il y a une liste de diffusion des utilisateurs, et puis il y a beaucoup de sites, je vous en ai mis un en particulier qui est très bien documenté avec des fiches pour démarrer sur PMB. Par contre, ce qu'il faut bien noter, c'est que ça requiert un minimum de connaissances et de compétences en documentation pour comprendre comment fonctionne le catalogue et les enjeux du catalogage. Donc maintenant, je vais vous présenter le projet de géocatalogue des études. Donc c'est un projet qui porte sur la documentation experte environnementale en Bretagne. Et c'est un projet qui part de plusieurs constats. Donc tout d'abord, un défaut de capitalisation. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'études qui ne sont pas exploitées au-delà de leur réalisation et qui sont inconnues des autres acteurs. Il y a également un défaut de centralisation puisque les études sont dispersées, et un défaut d'accessibilité puisqu'elles sont à disposition d'un public restreint. Donc en fait, les objectifs de ce projet, c'est de constituer un réseau documentaire pour l'information environnementale en Bretagne, de disposer d'un catalogue documentaire de référence au niveau régional, et donc à terme, de pouvoir dresser un inventaire de la répartition des connaissances environnementales en Bretagne. Et puis, dans une autre mesure, ça va permettre également de contribuer à des projets d'échelle plus large, comme par exemple Tout sur l'environnement. Je ne sais pas si vous devez connaître Tout sur l'environnement, probablement. Bon. Donc c'est un projet à l'échelle nationale, donc pareil sur les études environnementales. Et donc l'idée, c'est que nous, en Bretagne, en référençant toute notre documentation, on va pouvoir être moissonné par ce projet-là, qui va récupérer en fait toutes les notices et les intégrer donc, dans ce projet national. Donc on voit qu'il y a toujours plusieurs échelles dans le réseau documentaire. Donc le type de documentation qu'on référence, ça peut se diviser donc en deux catégories. D'un côté, la littérature qu'on appelle d'information scientifique et technique, qu'on appelle l'IST. Vous avez peut-être rencontré ce terme-là de temps en temps. Donc ça concerne les thèses, les articles, les actes de colloque, ce genre de choses. Et puis d'un autre côté, on a ce qu'on appelle la littérature grise. C'est donc les rapports, les études, les diagnostics. La thématique, donc c'est l'information environnementale. Et la couverture géographique, c'est la Bretagne, à différentes échelles de territoire. Donc on peut avoir des études qui portent sur une commune, et puis voilà, au fur et à mesure jusqu'à des échelles régionales, des études qui portent sur la Bretagne dans son ensemble. Et aujourd'hui, on compte plus de 5000 références dans le géocatalogue. Donc je vous ai mis la page d'accueil du site, qui permet d'accéder à deux types de recherches. Donc, dans un premier temps, on a la recherche textuelle, donc avec des champs qu'on peut remplir, donc titre, auteur, etc. On a différents types de filtres et de catégories. Et on a également une recherche cartographique qui permet de visualiser en fait, sur le territoire la répartition des études. Donc les difficultés qu'on rencontre dans ce genre de projet, c'est que bien évidemment on travaille avec un réseau d'acteurs qui est très hétérogène, parce qu'on a des structures très différentes. Donc ça peut être des collectivités territoriales, des services de l'État, des associations, etc. Et donc à partir de ces structures-là, on constate qu'il y a des fonds documentaires qui sont très différents, parce qu'on a des documents papier, des documents numériques,
On a des structures qui produisent eux-mêmes la documentation, d'autres qui ont la documentation de l'extérieur. Ces structures ont des objectifs et des missions qui sont différents, puisqu'on peut avoir de la production, de la diffusion ou uniquement de la conservation. Et donc ces disparités-là se retrouvent également dans la mise à disposition de moyens. Donc la présence ou non d'un professionnel de la documentation, d'un centre de ressources, d'un outil dédié. L'utilisation de formats et de protocoles va être différente également. Certains vont utiliser des formats normalisés, d'autres non, des formats qui vont être spécifiques à la structure. Et idem pour le référencement, on va trouver des inventaires, des catalogues ou pas de référencement du tout. Donc là, voilà. En fonction des structures, on voit qu'il y a beaucoup de disparités et qu'on va faire un travail qui est différent avec chaque partenaire. Donc les difficultés, en fait, elles se retrouvent à deux étapes principalement. Donc d'un côté, la collecte des informations, puisque l'enjeu c'est de repérer les gisements de documentation. Donc on voit aujourd'hui que dans le géocatalogue, la grosse majorité des références, elle est issue en fait des dépôts d'archives ouvertes, puisque on va moissonner HAL et également documentation en France, qui sont pour l'instant nos deux plus gros dépôts. Donc, voilà, je vous ai mis un schéma de la répartition des références. Donc plus des 3/4 en fait, des références viennent de dépôts d'archives ouvertes, pour l'instant évidemment. Donc voilà, et on a une grosse difficulté en fait pour référencer ce que je vous disais tout à l'heure, les littératures grises, qui en fait ne relèvent pas du monde de la recherche et ne passent pas non plus par les circuits traditionnels de l'édition. Donc c'est finalement plus difficile à repérer et à collecter. Il faut également gérer les doublons, puisque deux structures peuvent avoir la même étude dans sa documentation interne. Donc ensuite, la deuxième étape qui est assez compliquée, c'est d'uniformiser, de structurer les notices. Donc si on reprend les trois objectifs de la documentation, au niveau de l'identification des documents, on a assez peu de difficultés. Par contre, au niveau de la description du contenu et de l'indexation, comme une description de contenu est toujours relative au fond documentaire, aux besoins et au public, il faut en fait systématiquement réadapter les notices que l'on récupère. Et en termes de localisation, on rencontre des difficultés puisqu'on sait très bien que les liens sur Internet sont très souvent instables. Et on a également à gérer la localisation multiple. Donc les modes de contribution qu'on propose aux partenaires du géocatalogue, on peut les répartir en deux types. D'un côté, les contributions ponctuelles. Donc on va pouvoir proposer une saisie directe dans notre base PMB, donc avec un profil de catalogueur qui est propre à chaque partenaire. Et ensuite, donc, les notices sont saisies par ce partenaire et vont ensuite être validées au sein du GIP avant la mise en ligne. Ça permet aussi d'uniformiser toutes les notices qu'on reçoit. On a également un formulaire qui est disponible sur le site du géocatalogue, donc même système que dans PMB. Et puis pour des imports plus importants, on peut nous gérer des fichiers au format bibliographique comme MARC, Dublincore et JS. Et on procède donc à l'interrogation de bases à distance. Des dépôts d'archives ouvertes, on peut également interroger des catalogues de bibliothèques et on aura bientôt un connecteur vers les collections Zotero. Donc si vous installez Zotero pour enregistrer vos références, on pourra ensuite échanger de façon automatique. On a également un fichier Excel qui permet l'import de notices. Donc ce qu'il faut retenir pour le géocatalogue, c'est qu'il y a deux impératifs importants. C'est de définir les modes d'échange adaptés à chaque structure. Et il faut évidemment faire de la documentation une mission à part entière. Ça c'est très important, on constate que ça ne peut pas être fait si on ne donne pas une part importante à la documentation. Par contre les bénéfices sont là, puisque ça permet la visibilité de chaque partenaire à travers les études qui sont produites. Ça permet de mutualiser le travail et donc de capitaliser les connaissances. Donc, pour terminer, je vous ai mis quelques liens. Donc, d'abord le site du géocatalogue, évidemment. Mon adresse mail, donc pour me contacter si vous voulez contribuer, échanger et faire de l'interopérabilité. Et puis, du côté des réseaux professionnels, je vous ai mis l'adresse internet de la principale association des professionnels de l'information documentation. Donc,
effectivement, on devait avoir avec nous Christine Berthaud pour parler du HAL, qui est donc un dépôt d'archives ouvertes. Elle n'a pas pu venir malheureusement, donc je vais prendre le relais. Ce sera évidemment moins riche que ce qu'elle aurait pu vous dire. Et puis Marion, si tu as des choses à rajouter aussi au fur et à mesure, n'hésite pas. J'avais une question, si c'est possible maintenant. Je travaille pour le département de Morbihan. Vous êtes sollicité pour participer à cette base. Est-ce qu'il y a une communication précise qui est faite notamment pour les élus, pour les décideurs? Alors, on voit bien. une méthodologie, des choses comme ça? Non, l'intérêt de participer, je sais pas. Bah, c'est en fait, comme c'est un projet qui est en construction, voilà, on va vers ça et c'est. Mais pour l'instant, il n'y a pas de lettre comme ça qui serait adressée. C'est sur la base de volontariat après chacun de. Oui, voilà, du volontariat. Après, nous, on essaye d'aller solliciter, de nouer des partenariats au fur et à mesure. Donc, c'est l'occasion justement aujourd'hui d'échanger là-dessus et puis d'essayer de trouver de nouveaux partenaires et de montrer l'intérêt mutuel. Ceci dit, tout au début du programme, on avait reçu un mail du conservatoire indiquant, c'était pas par courrier, mais par mail, présentant le projet. Après, Ronan nous avait rappelé et parce que c'est vrai qu'un mail c'est toujours difficile de savoir où est-ce qu'on s'engage. Donc il avait rappelé pour accompagner son mail et indiquer l'intérêt d'y participer. D'accord. Parce que juste pour là, le documentalisme, moi, je participerais volontiers à ce genre de choses, mais il y a des impératifs politiques dans cette histoire aussi. Et donc c'est vrai que la validation, on va dire une sollicitation officielle, ce serait intéressant. Je ne sais pas si c'est ce qui est prévu, mais. Pas de ma connaissance, mais c'est effectivement une piste. Là, j'ai vu que le CGMAT le fait, donc tu participes un peu. Qu'est-ce qu'il en est de votre département? Vous en êtes, ouais. Oui, je m'occupe du centre de documentation environnement. C'est un centre de documentation spécifique du Conseil général du Finistère. On a eu l'occasion d'échanger, je ne sais pas si vous avez eu beaucoup de déchets dans ce que vous envoyez, ce serait intéressant de savoir aussi. Alors je pourrais vous faire un retour là-dessus, effectivement, puisque quand on reçoit des choses, nous on refait un tri, effectivement, on fait l'enrichissement d'indices. Alors moi j'ai plus en tête, mais oui, effectivement, on a... Donc on a essayé d'utiliser, de se conformer au format du Unicode pour faciliter l'utilisation de ce